Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Nouvel épisode de Contact avec un sondeur, quelqu'un que tu considères particulièrement apte à sonder l'âme française? Mais plus que française, en fait, je dirais, il sonde l'âme des Occidentaux, en commençant par celle des Français. Tu me dirais qu'on n'est pas tous pareils, mais je pense que quand on se pose la question de ce qu'on est davantage des consommateurs que des citoyens, c'est un phénomène qui n'est pas que français. Nos habitudes de consommation disent beaucoup de ce que nous sommes. Le personnage, en fait, il ressemble un peu à Jean-Marc Léger chez nous, avec, je dirais, un éventail de préoccupations, peut-être pas plus grand, mais certainement une population à sonder plus vaste sur une base régulière. Je parle évidemment des Français par rapport aux Québécois. Il s'appelle Jérôme Fourquet. Il a quelque chose d'un psychanalyste, comme quand, par moment, Jean-Marc, par ses sondages, nous apprend quelque chose sur nous qui nous surprend. C'est le directeur du département Opinion et Stratégie de l'Institut français d'opinion publique. Il a écrit des livres qui sont, quant à moi, des références pour comprendre l'Europe, la France, et peut-être aussi encore par extension ce que nous sommes, l'archipel français en particulier, la France sous nos yeux. C'est mon invité de cette semaine à Contact, et si j'en parle avec autant de mots et d'enthousiasme, c'est que je suis convaincu qu'il a quelque chose de fort à nous apprendre sur ce que nous sommes et en particulier ce que nous sommes comme consommateurs. Je te propose un tout petit extrait. C'est parti. Cette société de consommation a un slogan ou un emblème. Sinon une injonction. Alors, c'est la société du client roi. Et donc en anglais, ça donne Customer First, Customer Centricity, etc. Et donc, si le client est roi, et si nous sommes tous des clients rois, ben, il faut une armada d'esclaves pour vous servir. Le problème, c'est que beaucoup d'individus sont une partie de la journée des serviteurs et le soir ou le week-end, ils sont les rois. Ouais, mais c'est drôle. Cette question là, tu sais, consommateur, citoyen, puis est-ce qu'on est dans le fond la question, est-ce qu'on est consommateur dans le sens juste consommateur, on regarde le prix. Ou là, cette semaine, la question qu'on se pose, je pense au Canada, avec les menaces de Trump, c'est est-ce qu'on est aussi consommateur-citoyen? Oui, on veut acheter des biens ou consommer avec... oui, on regarde le prix, on regarde la qualité, mais on regarde aussi d'où ça vient, puis à qui ça profite, puis c'est vraiment, je dirais, c'est la question de la semaine au pays, là. Tout à fait d'accord. Est-ce que notre identité vaut aussi cher que notre confort de consommateur? Ouais. Quand on dit que ça signifie quelque chose d'être québécois ou d'être canadien et qu'on se sent menacé, à tort ou à raison, mais je pense qu'il y a une réelle menace parce que M. Trump, on l'a vu, est capable d'impacter nos vies. Est-ce qu'on est capable de se solidariser et de dire on va prendre les moyens pour se faire entendre et pas se faire surtout avaler tout rond? Les prochains jours ou semaines sauront nous le dire. Je suis malheureusement assez peu optimiste. Je pense que la pente naturelle chez la plupart d'entre nous, j'ai bien la plupart d'entre nous, c'est de favoriser silencieusement le consommateur gavé et qui préfère ne pas trop faire de détours et avoir à bon prix ce qu'il recherche. Bon, une des questions qui se pose ces jours-ci aux États-Unis, c'est le pouvoir d'Elon Musk. Et j'ai introduit le sujet en disant, moi, tu sais, quelqu'un qui dit qu'il va réformer l'État, le rendre plus efficace, rapetisser les structures gouvernementales, en théorie, je suis tout à fait sympathique à ça. Que cette personne vienne du monde des affaires, ça me paraît pouvoir fournir une expérience très, très pertinente d'efficacité. Mais là, c'est que c'est plus ça. Elon Musk est plus dans un processus, on va dire, de réflexion et de révision sur un État plus efficace. Il est débarqué tout à coup, les deux mains dedans, rentre dans la fonction publique lui-même. Un peu, on se demande s'il y a un plan ou s'il y a tort et à travers, il congédie des gens. Et là, on se demande même, est-ce qu'il est en conflit d'intérêts? Est-ce qu'il est en train d'obtenir les données personnelles sur la population? Il y a un méga questionnement sur son pouvoir, là. Méga questionnement, je suis assez d'accord. Et je te dirais que là où on en est, parce que je pense qu'on va reparler de ces enjeux et qu'il est difficile d'avoir une opinion définitive, là où on en est, puis c'est pas parce que ce que tu dis ne me préoccupe pas, en fait, ça me préoccupe
beaucoup, d'autant que c'est quelqu'un qui n'est pas élu et qui n'est validé par aucune institution. C'est-à-dire que sa nomination et le pouvoir qu'il a ne dépend pas de ce qu'il a été examiné, passé au crible par les sénateurs. Il est un électron libre en marge de l'État qui fonctionne main dans la main avec des gens qui, eux, sont à la tête des différentes institutions et ministères du gouvernement fédéral et qui ont été ou auront été dûment validés par le Sénat. Et ça lui donne un accès, on le voit, et un pouvoir extraordinaire combiné à des moyens technologiques qui sont les siens et à une fortune sans aucun équivalent ou précédent. Et alors, à la question que tu as posée en amont, je suis favorable à la réflexion sur une manière de faire les choses. Alors, c'est là que moi je dis, à répétition depuis très longtemps, on a annoncé qu'on voulait réformer les États, qu'on voulait les rendre plus efficaces, les rendre plus lean, pardonne l'expression, parce que c'était dans le monde des affaires un mot-clé, les lean, les organisations maigres, et on s'est rendu compte aussi, à de multiples occasions, que la discussion se fait davantage que l'action. Et là, il n'y a pas de discussion, il n'y a que de l'action. Tous ceux qui étaient dubitatifs, qui disaient, mais comment peut-on imaginer couper du tiers le budget de l'État? Puis déjà, dans un contexte où l'État fédéral américain n'est pas le plus gras de tous les États occidentaux. À côté de ça, nos structures à nous, au Québec et au Canada, sont beaucoup plus d'embonpoint qu'aux États-Unis, où la part du gouvernement fédéral et des activités du gouvernement fédéral dans le total de l'activité économique aux États-Unis, c'est beaucoup plus congru. Alors donc, dans ce contexte-là, déjà où aux États-Unis les choses sont différentes, est-ce qu'on pouvait réduire de 2000 milliards? Alors on comprend que c'est la tronçonneuse. Ça ressemble un peu à ce que fait M. Milei en Argentine, dont on s'est beaucoup inspiré. Mais je suis à poser cette question pour laquelle j'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y a une manière simple de s'attaquer à l'inertie d'organisation dont, évidemment, les intérêts corporatistes, disons ça, est-ce qu'un ministère et des fonctionnaires ont intérêt à se remettre en question eux-mêmes? La vérité, c'est que c'est rarement le cas. Ceci étant dit, pour beaucoup et certains d'entre eux, ont un rôle et ont une mission louable. Et là, cette semaine, on s'attaque en particulier, et ça fait mal, à une agence clé des États-Unis, qui agit un peu partout dans le monde, USAID, qui a un budget de 44 milliards de dollars, qui pour l'essentiel a été suspendu, c'est un gros morceau. Alors, c'est de l'aide alimentaire, mais c'est de l'aide politique aussi, et ça touche l'information, on le verra, parce que hier, il y avait en boucle une histoire, tu l'as peut-être vu, où on apprenait qu'un site d'information assez populaire aux États-Unis, Politico, mais qui, disons, historiquement, est un peu plus sympathique, je mets ça dans le contexte, aux démocrates qu'aux républicains, disons. Mais ça serait peut-être vrai du New York Times et d'autres journaux, ce qui ne veut pas dire que ce sont des ennemis des républicains. Et donc, hier, Politico, puis je ferme ma parenthèse bientôt, je te le promets, se retrouve montré du doigt parce qu'apparemment, il y aurait eu, à hauteur de plusieurs millions de dollars, des abonnements qui auraient été achetés sur le budget de USAID. Et on dit, est-ce que c'est une forme de subvention déguisée? Or, le magazine a convenu qu'effectivement, le gouvernement fédéral avait plusieurs abonnements premium, des abonnements pro qui se vendent très cher. Il n'est pas surprenant qu'un gouvernement ait des abonnements à toutes sortes de journaux et de sources d'information, mais pour effectivement des sommes assez conséquentes, pas juste dans le budget de USAID, mais ça venait conforter cette thèse que les médias, et certains particulièrement, étaient financés par des agences du gouvernement fédéral pour faire de l'obstruction à ceux qui seraient aujourd'hui au pouvoir. Or, partie de ce qui était dit hier a été démenti, mais c'est une grosse partie aussi de l'aide internationale que font les Américains à toutes sortes de médias un peu partout dans le monde. On estime, et ça c'est Reporters sans frontières, qui n'est pas au-dessus de tout soupçon. Je te rappelle que Reporters sans frontières en France avait demandé à ce qu'on retire la licence à CNews, qui fait de l'information, alors qu'il fait de l'information à droite, il n'y a aucun doute, mais quand on se revendique de la liberté d'expression, il est toujours surprenant qu'une organisation comme Reporters sans frontières, et Reporters sans frontières soulignait par exemple, je pense hier, que 9 médias sur 10 en Ukraine sont en partie appuyés par cette aide qui vient de USAID. Alors, bien,
Mais est-ce que, pour autant, cette liberté d'expression qu'on dit consacrée grâce à l'aide est parfaitement opérante? Est-ce que tu imagines que ces journaux auront autre chose qu'un point de vue, évidemment, qui est celui de Kiev, on le comprend, et des États-Unis? Les États-Unis, quand ils font de l'aide, c'est pas que des intéressés. Alors, c'est des vraies questions qui se posent, et je reviens à ce que tu me disais sur M. Musk tout à l'heure. Il agit tous azimuts avec l'appui du président Trump. On peut se demander d'ailleurs si c'est une espèce de présidence bis, sans qu'il y ait nulle part de véritable opposition, parce que qui peut mettre échec et mat M. Musk en ce moment? Les tribunaux sont impuissants face à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir officiel. Alors, on s'en prendra aux décisions prises par le président Trump et son administration. Mais quel média est capable aussi de le questionner? Aujourd'hui, M. Musk, ou cette semaine, il disait, est-ce qu'on devrait passer au crible les pratiques de l'Agence fédérale du revenu, l'Internal Revenue Service? Oui, mais il y a lui-même, ce que je comprends, c'est que lui-même, ces entreprises ont des dossiers là, avec le ministère, avec le revenu. Et plus encore, avec la Federal Trade Commission, et il n'est pas le seul, tous les technocrates, les techno-bros, avaient beaucoup de problèmes avec celle qui était en place, une jeune femme qui s'appelait Lina Khan et qui s'est attaquée à Google, qui s'est attaquée à Meta. Dans le cas de Google, on est aujourd'hui, au département de la justice, très près d'un démantèlement forcé, comme on l'avait fait au début du 20e siècle avec les grandes pétrolières. Le procès, les procédures commencent. On est loin d'un résultat. Mais évidemment, ça foutait la trouille à ces nouveaux maîtres du monde. Et là, soudainement, sous prétexte tout à fait légitime de dire il faut casser les modèles, il faut réinventer l'État, mais au passage, on débride ce qui était contraignant pour ces grands joueurs, et pas juste M. Musk, et on se demande qui est capable de leur tenir tête aujourd'hui, et c'est des questions parfaitement légitimes, comme celles que tu as posées. Comment tu fais pour atteindre l'objectif d'un renouvellement, d'une réingénierie de l'État sans être avalé par les forces de résistance? Et ce matin, au moment de ça, j'ai pas de réponse. Je suis inquiet. Je suis évidemment à regarder ce qui se passe. Et du même coup, je me dis, est-ce qu'il y a d'autres moyens, et je ne le sais pas, pour faire qu'un État puisse se réinventer, se rendre plus agile, mais au passage, évidemment, la question des conflits d'intérêts, nombreux potentiellement, et qui sera en mesure de les montrer du doigt? Qui aura la crédibilité pour le faire et pour faire plier des gens qui, hier, dénonçaient la complicité au sommet entre le pouvoir de la présidence Biden et des agences qui avaient été instrumentalisées pour faire avancer ces causes politiques? Puis on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que ça ne ressemble pas, à certains égards, à ce qu'on trouvait déficient il n'y a pas si longtemps? Et derrière tout ça, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est notre capacité. Si je pose la question sans être capable de répondre, d'abord, c'est parce que c'est très compliqué, mais aussi parce qu'on est dépassé par la vitesse, par l'inondation. Flood de space, inonde l'espace média. C'est ce que font M. Trump et ceux qui sont autour de lui. Et dans les circonstances, ça prendrait les moyens d'une intelligence artificielle entre nos deux oreilles pour être capable de processer tous les jours. En fait, les journaux manquent de pages là, pour tout rapporter ce que fait Donald Trump dans une journée. Merci beaucoup, Stéphane.